Écoutez, bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois Morgane qui va se présenter dans quelques instants. Pour commencer, pour reprendre les bonnes manières sur YouTube, je vous invite à liker la vidéo, à liker la chaîne pour recevoir toutes les notifs des prochaines vidéos. Si la vidéo vous a paru intéressante et que vous souhaitez la partager, vous la balancez sur Twitter, sur YouTube, sur LinkedIn, par mail, partout où vous voulez, sur Instagram, voilà, vous balancez la vidéo partout, et puis ça augmentera en fait le nombre de vues, et puis ça me fera plaisir. Voilà, et puis vous retrouvez sous la vidéo en fait un lien pour vous abonner sur ma newsletter privée qui va partir cet après-midi, donc vous pouvez recevoir uniquement si vous êtes abonné. Et puis maintenant que les bases sont données, on va pouvoir présenter Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour, Elliot. Écoute, j'espère que tu vas bien. En tout cas, on a eu quelques galères techniques. Là, c'est grâce à Zoom, c'est reparti. Est-ce que déjà tu peux peut-être te présenter ou revenir un peu sur les grands moments de ton parcours, on va dire, et puis ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Donc moi, je suis la fondatrice et CEO de Scribix.com, qui est une plateforme de rédaction qui regroupe une bonne centaine de rédacteurs francophones autour de projets de rédaction web et de rédaction optimisée SEO. Ok, nickel. Et comment t'en es arrivé là en fait? Qu'est-ce que tu as fait auparavant ou par quelle étape t'es passé pour arriver à ce métier, quoi? Alors, moi, j'ai suivi un doc de lettres option rédaction web dans les années 2000, tout début des années 2000. Donc, comme quoi le métier, finalement, date pas d'hier. Et puis, je me suis orientée après vers de la gestion de projets web, puisque la partie technique m'intéressait fortement. Et au final, j'ai passé 10-12 ans dans des directions marketing de PME, dans l'immobilier, la construction de maisons individuelles. Et puis en 2014, je suis tombée assez gravement malade et j'ai dû me mettre à travailler de la maison. Et la rédaction est revenue en fait dans ma vie un petit peu comme ça. Et puis je me suis formée et reformée à tout ce qui faisait, tout ce qui fait la rédaction web, le SEO, l'optimisation pour les moteurs et tous ces aspects. Et c'est devenu une véritable passion qui s'est transformée en un projet de vie avec Scribix il y a 2 ans. Ok. Et donc, tu as eu ta propre, je crois, entreprise de construction de maisons individuelles? Ouais, j'ai partagé un projet d'entreprise avec un spécialiste du bâtiment, puis avec mon époux qui travaillait avec moi à l'époque. Ouais. Et puis bon, la maladie a un petit peu tout arrêté. Voilà. Donc, quand on tombe malade, faut se réinventer, il faut repartir de zéro, réfléchir sa carrière. C'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, je le vois comme une étape fondamentale qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui et que j'adore et que voilà, aujourd'hui, je ne me verrais pas faire autre chose. Donc, ça a été un revirement compliqué sur le coup, mais avec le recul, ça a été aussi le début d'une très belle aventure. Ok, ça roule. Donc maintenant, tu es basé en Espagne. Ouais, je vis en Espagne depuis 6 ans. Voilà, mais on s'apprête à rentrer, en fait. On Ouais, s'apprête à ce rentrer que tu en m'expliquais. Ok, bon, ça aurait été une autre étape, quoi. Aujourd'hui, donc, on va parler rédaction web et IA, ou AI comme on veut, avec deux questions principales. Qu'est-ce que la qualité d'un texte? Comment est-ce qu'on juge la qualité d'un rédacteur web ou d'un texte? Et est-ce que les IA, donc, soit les aident à l'optimisation des textes, soit l'intelligence artificielle pure, type GPT-3, et des outils type 1.fr et Your Text Guru, ou EZ-Word, peuvent aider les rédacteurs, ou est-ce qu'ils vont faire changer le métier, ou est-ce qu'au contraire, c'est un boulet qui bloque la créativité, quoi. Voilà. J'espère que tu as le temps, hein, parce qu'il y a de quoi dire. Oui, 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 installez-vous. Oh, bah, ils sont habitués, les gens, Je crois que les abonnés à la chaîne sont assez habitués à des trucs d'une heure et voire plus. Et quand on reçoit Christian, j'ai vu que vous avez fait un truc hier. Quand on reçoit Christian, c'est plus de 2 heures des fois. Donc, bon, on va faire plus synthétique, rassurez-vous. Ouais, première question, comment on juge, genre comment tu juges ou tu évalues la qualité d'un texte quand tu le reçois donc sur ta plateforme ou sur une autre, sur n'importe quel autre outil? Qu'est-ce qui te fait dire que le texte est acceptable, bien, très bien, pas bien? Alors, pour moi, il y a vraiment trois blocs, on va dire, qui vont permettre de qualifier la qualité d'un contenu.
Il y a un premier bloc qui est un bloc vraiment technique, hein, standard, le cadre, parce que quand on rédige pour le web, on rédige par voie de conséquence directe, hein, pour un moteur de recherche. Donc, si on veut que notre texte soit vu et lu, il faut qu'il apparaisse dans le moteur. Et pour ça, on a aujourd'hui un cadre, hein, qui est relativement bien délimité et qui nous donne un peu les règles à suivre pour avoir un texte, voilà, qui peut performer dans le moteur de recherche. Donc ça, c'est le premier bloc, on va dire. Le second bloc, c'est l'adéquation en fait entre le contenu et la requête, donc l'intention de l'utilisateur. Comment est-ce qu'on fait pour que le contenu finalement réponde bien à ce qu'attend l'utilisateur quand il tape la requête dans le moteur de recherche. Et là, on a aussi des outils, hein, qui nous permettent d'analyser un petit peu tout ça. Et puis le dernier bloc, et qui n'est pas le moins important, hein, pour moi, les trois sont vraiment à mettre à pied d'égalité. Ça va être la qualité informationnelle, donc la profondeur du contenu en matière d'information et de pertinence de l'information, de véracité de l'information et d'originalité de l'information. Ok, donc en gros, c'est est-ce que mon texte il répond aux caractéristiques techniques d'un moteur, pour faire simple, et est-ce qu'il répond bien à la question de l'internaute? Est-ce qu'à la fin de la lecture du texte, en fait, on a répondu à la question qu'on se pose, quoi, ou à la recherche, parce que les intentions de recherche peuvent être différentes. Mais... Oui, ce qu'on voit quand on rédige, hein, c'est que le choix de la requête est souvent fait selon des critères, on va dire, de volumétrie, qui sont des critères assez basiques, hein, finalement, et que quand on pousse l'analyse un peu plus loin pour aller regarder réellement, hein, quelle est l'intention de la requête, on va se rendre compte que parfois le type de contenu demandé, par exemple, un contenu éditorial sur une SERP commerciale, ok, la volumétrie du mot-clé est peut-être intéressante, mais l'adéquation intention et contenu est déjà faussée dès le premier mot, en fait. Donc ça, c'est des choses auxquelles nous, on est très sensibles et très vigilants. Il y a aussi la partie longueur du contenu. Google parle d'exhaustivité, et l'exhaustivité, c'est répondre pleinement et entièrement à l'intention. Donc la longueur du contenu, pour moi, c'est pas un truc qu'on évalue en fonction de ce que font les autres. D'abord, c'est une très mauvaise stratégie. C'est vraiment quelque chose qui doit être évalué sur la base du fond et pas de la forme et des données statistiques. Donc, on doit être capable de savoir si un contenu a traité la problématique posée par la requête de façon pleine et entière et sans pour autant diluer. Donc, ça aboutit quelquefois où on reçoit des demandes sur des contenus de 1000 mots sur des requêtes qui finalement nécessiteraient peut-être 400 mots pour être traités convenablement, où on aurait une densité d'informations intéressante en fait. Donc si on produit 1000 mots, on va délayer et on va venir impacter la qualité, hein, du contenu, parce que le blabla, concrètement, le moteur, il n'aime pas ça, puis l'utilisateur encore moins. Hein, l'internaute, lire du blabla, voilà, ça ne l'intéresse pas beaucoup, il veut de l'info. Et puis à l'inverse, quelquefois, on va avoir des demandes avec des volumétries faibles sur des requêtes qui demanderaient là des guides très exhaustifs. Donc l'analyse de l'intention, elle est très importante, y compris pour qualifier justement la qualité du contenu et cette notion d'exhaustivité. Ok. Et si on blablate, on sort du champ lexical généralement, parce qu'on commence à... C'est soit on va sortir du champ lexical, soit on va se répéter sans fin. Et on fait du spam. On a un texte famille, quoi. Donc, au final, les deux sont assez mauvais, ou en tout cas ne donnent pas les meilleurs résultats. L'économie, en termes de volumétrie, c'est quelque chose dont je parle souvent avec les agences, avec les SEO et même avec certains clients. L'économie peut être vraiment dans cette capacité à analyser la SERP et à définir de façon chirurgicale quelle est la volumétrie de contenu nécessaire. Et c'est une partie voilà, qui, pour moi, vient vraiment impacter la qualité. Voilà, la qualité, c'est aussi ça. Ok, ça roule. Donc, du coup, pas de volume, genre pas de taille de texte en nombre de mots précis, et tu ne regardes pas non plus ce que font les concurrents.
Je ne dis pas que je ne regarde pas. Bien évidemment, pour analyser l'intention de l'utilisateur, on va aller regarder la SERP, on va aller regarder ce que font les concurrents. Mais j'ai vu des raccourcis et on m'a demandé des raccourcis du type calculer la volumétrie moyenne des contenus du top 10. C'est une stratégie qui n'a aucun sens. Aucun. D'accord. Donc, si tout le monde, on va dire les 10 premiers ont 1000 mots, tu penses qu'on peut se positionner avec 300 mots? Ça arrive, oui. Et j'ai tout un tas d'exemples concrets qui montrent ça. Parce que le top 10, par exemple, d'une requête longue traîne, peut être constitué de pages qui finalement ne sont pas adressées sur la requête longue traîne, Ils sont là par effet de bord, ouais. mais bien sur la requête principale. Dans ces cas-là, typiquement, en fonction de la stratégie qu'on a choisie, à savoir faire une grande page pour traiter l'ensemble de la requête principale et ses sous-requêtes, ou créer un ensemble de petites pages façon cluster ou cocon et traiter individuellement chacun des sous-sujets dans une page différente, on va pas pouvoir, on va pas avoir la matière en fait pour traiter ces sous-sujets. Et on a choisi une stratégie qui est différente. Donc la stratégie doit permettre de voir que oui, la SERP, ok, les pages font peut-être 1000 mots, mais ce sont les guides complets. Si moi je traite le sous-sujet, j'ai de meilleures chances de me positionner avec une page qui va juste traiter ce sous-sujet-là, finalement. D'accord. Et comme on est en longue traîne, on n'a pas besoin de 500 ou de 1000 mots pour apporter une réponse claire et précise à l'internaute. Pas forcément. Pas forcément, non. La longue traîne, et en particulier tout ce qui est requête question, là aussi, j'ai des dizaines d'exemples avec des pages qui font 250 ou 300 mots et qui ont capté la position recherchée par ce type de page, à savoir la position anciennement position 0, l'extrait enrichi. C'est ce qu'on va chercher sur ce type de requête. Et pour ça, on n'a pas besoin de 1000 mots. Au contraire, même plus la question est précise et plus la réponse est précise, et mieux ça fonctionne. Ok, ça roule. Donc, en qualité déjà, est-ce qu'on a ces trois caractéristiques, on va dire, ces trois éléments du texte? En amont, la qualité d'un texte, c'est quand même lié vachement au brief. Si tu donnes un bon brief, tu as quand même un meilleur texte que si tu jettes une phrase comme ça, je sais pas, comment ramasser des œufs ou une connerie comme ça, tu vois. Toi, dans ton brief, qu'est-ce que tu mets comme élément? Qu'est-ce que tu conseilles quelle information un rédacteur a besoin pour qu'il produise un bon texte, en fait? Je crois que le plus important, alors toujours pareil, hein, quand on a affaire à des rédacteurs dont c'est le métier, qui sont formés, informés et qui se mettent pas rédacteurs en imaginant qu'il n'y a rien à savoir, mais quand on est face à des professionnels, ce que je côtoie tous les jours, ce dont il a besoin vraiment, c'est le contexte. C'est le contexte dans lequel il rédige le contenu, le contexte au niveau du site Internet, au niveau de la SERP et de la concurrence de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise, enfin voilà, tous ces éléments de contexte qui vont lui permettre d'adresser le texte en fonction des objectifs fixés. Et très souvent, c'est ce qui nous manque, hein, c'est vraiment l'objectif du texte. Et c'est pour ça qu'à la sortie, on peut se retrouver avec des textes qui sont très neutres en termes de ton, du coup, puisque le rédacteur ne va pas pouvoir choisir le ton qu'il va utiliser, puisqu'il ne sait pas où il va. Des textes qui ne sont pas adressés au lecteur, puisqu'il ne connaît pas l'objectif. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'information primordiale à transmettre dans un brief. Sur la partie après purement technique et technique SEO, là aussi, tout dépend à qui on a affaire, mais quand un rédacteur est correctement formé à ces questions-là, avec la requête et le sujet qui va donner l'angle finalement d'attaque du contenu, il est capable de rédiger sans avoir besoin de plus que ça. Et je serais tentée de dire même, à vouloir trop, on fait mal. Et j'ai quelques exemples de briefs très complets avec des H2 imposés, des H3 imposés.
où le client, après quelques semaines, est revenu en arrière et m'a dit j'ai laissé le rédacteur faire son travail et les textes sont bien meilleurs. Donc, les rédacteurs ne sont pas non plus des idiots. Hein. On n'a pas besoin de leur dire qu'il faut mettre des mots-clés dérivés ou utiliser du champ sémantique dans les contenus. Un rédacteur formé, c'est quelqu'un qui est capable, à partir de la requête du sujet et du contexte, de vraiment traiter la page ou le texte de façon complète. Ok, ça se discute, mais ok. Alors, juste, on n'a pas détaillé Scribd, ce que tu faisais. Toi, on va dire que tu bosses globalement donc avec des rédacteurs donc c'est une plateforme en fait, si j'ai bien compris, où les gens vont pouvoir, donc ils passent par toi, on dépose des briefs, tu as des rédacteurs qui bossent dessus et tu livres donc, des textes ou des packs de textes à des clients. Tu es plutôt sur, alors je ne veux pas dire qu'il y a du bas de gamme et du haut de gamme, mais tu es plutôt sur du texte de qualité, tu n'es pas sur des trucs à 1,50 € ou 2 balles les 100 mots, et tu es plutôt sur comment dire, du haut de gamme, quoi, pour faire simple, je ne sais pas comment tu le définis, mais… Ouais, je parle plutôt de premium que de haut de gamme, parce qu'on n'est pas non plus dans des gammes de tarifs d'agences de création de contenu. Donc, on est un intermédiaire, en fait, hein, entre le texte sans vie, j'ai envie de dire, et le texte vraiment des agences marketing et des agences de contenu, qui est un petit peu différent de ce que nous, on produit. Donc, on est très niché, dans le sens où on ne fait que de la production de contenu optimisé, on ne fait pas de livre blanc. On fait pas, voilà, on fait vraiment notre métier, notre cœur de métier, et c'est le SEO. Et effectivement, on adresse des clients, des partenaires qui recherchent du contenu plutôt qualitatif destiné à des sites internet d'entreprises, d'e-commerce. Aujourd'hui, il n'y a pas de qualité bas de gamme et de qualité haut de gamme finalement. Il y a des besoins qui sont différents. Il y a des besoins en volumétrie de certaines stratégies SEO, hein, PBN, voilà, ou autres, netlinking, et ces besoins-là sont couverts par un certain type de prestations de rédaction. Et puis, il y a des besoins autres, des besoins pour du blogging dans de l'industrie, par exemple, ou dans de la santé, enfin, voilà, des besoins qui nécessitent finalement l'intervention de rédacteurs plus spécialisés et avec des plumes vraiment voilà, qui permettent de produire des textes hautement qualitatifs du point de vue de la langue, cette fois. Et là, pour le coup, nous, on vient répondre à ce besoin-là. Ok, donc voilà, c'est ça au travers du brief. Déjà, quand tu disais à qui s'adresse le texte, il y a aussi quand même où est-ce qu'il va être mis. Donc, comme tu dis, est-ce que c'est de la bouillie, de la semi-bouillie à PBN ou à netlinking, quoi, où là, on n'a pas besoin forcément d'une qualité, on n'a pas forcément besoin d'une qualité de dingue. Est-ce que c'est des textes très techniques où il faut quasiment être expert dans son sujet, je ne sais pas, un truc sur thermonucléaire des fluides en Russie avant 1924, tu vois, limite un universitaire pour rédiger le truc. Ouais. Et après, tu as des textes un peu plus simples, mais qui amènent aussi du blog, quoi, ou de l'information, quoi, à des clients. Et du coup, donc, tu as très justement évoqué cet aspect, pas prendre le rédacteur, on va dire, pour un bébé, quoi, et de lui laisser utiliser un peu le champ qu'il veut. Je sais que tu utilises aussi Your Text Guru comme outil. Comment tu l'utilises par rapport au rédacteur? C'est-à-dire, est-ce que tu leur imposes quand même des scores ou un cadre? Ou est-ce que, en faisant leurs recherches, ils vont eux-mêmes découvrir ces entités en fait, à utiliser? Moi, j'appelle ça le champ lexical ou le champ sémantique. Il y a plein de noms. Et je pense que Sylvain et même Christian Méline nous reprendraient sur le bon vocabulaire et l'exactitude des termes. Mais pour moi, c'est ça. C'est des mots sur lesquels le moteur va gripper et va comprendre la complexité du sujet ou de quoi on est en train de parler, quoi. Ouais. Ouais. Alors, les outils, pour moi, ils doivent d'abord servir au décryptage avant de parler d'insérer ces fameux mots dans la rédaction. Donc, moi, ce que je fais avec les rédacteurs avec lesquels je travaille, c'est qu'ils ont, dans la première période, quand ils arrivent chez nous, d'intégration, ils ont toute une série voilà, de formations et d'ateliers pour leur permettre de comprendre comment ces outils-là fonctionnent, pour ensuite savoir à quoi ils servent et donc s'en servir de la bonne façon. En tout cas, c'est celle que moi je recommande, à savoir d'abord décrypter. Donc le guide sémantique, la première étape, c'est j'ouvre mon guide sémantique et je me dis, est-ce que ça correspond bien à ce que je vais rédiger
Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur finalement sur le choix de la requête? J'en parlais tout à l'heure. Vouloir positionner un contenu éditorial sur une requête commerciale, warning, attention, est-ce que vraiment on veut faire ça? Donc ça, c'est la première étape. Donc un rédacteur, voilà, les rédacteurs chez moi, ils analysent le guide sémantique et quand ils identifient une problématique de ce type-là, ils vont nous la remonter, ils vont nous dire attention, là, mon guide, il est un peu dans les choux, donc la requête, il faudrait peut-être regarder. Et là, c'est le rôle d'un SEO senior, de quelqu'un qui fait vraiment du SEO de façon approfondie, d'aller vérifier ce que dit le rédacteur et puis de définir, voilà, si effectivement il y a un problème, de rentrer en contact avec la personne qui a choisi la requête pour évaluer le besoin réel. Ou alors ensuite, voilà, mais on ne va pas rédiger avec un guide qui ne convient pas. Déjà, première étape. Deuxième étape, c'est qu'ensuite, donc ce guide, c'est un ensemble de termes qu'on va utiliser, dont on va se servir finalement pour guider la rédaction. Pas seulement des termes qu'on va insérer de façon automatique. Vraiment, ça doit nourrir la réflexion du plan. Déjà, parce qu'une fois qu'on a construit le plan à partir du guide sémantique, utiliser les mots qui sont à l'intérieur de cette sélection, il y en a une cinquantaine pour Your Text Guru et puis 25 ou 30 pour Cocon SE. Donc, c'est Lexi pour les utiliser. Si déjà on a construit notre plan en tenant compte de ces éléments de contexte indispensables, mais du coup, on va avoir quelque chose de très logique et de très fluide. T'es plus dans du bourrage de mots dans un texte, quoi. T'es vraiment dans l'usage naturel de ces termes, quoi. Oui, dans l'usage, voilà, l'utilisation. Et le rédacteur, finalement, au bout d'un moment, revient à l'essence de son métier, à savoir rédiger. C'est-à-dire que cette surcouche qui est importante, puisque c'est le premier bloc dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est hyper important que le texte cadre avec les attentes du moteur, parce que sinon il ne sera pas vu, donc pas vu, pas lu, inutile, il n'y a pas d'autre cheminement possible. Donc, c'est vraiment important, mais ça doit se faire de façon naturelle pour que le rédacteur ensuite puisse vraiment exploiter le sujet, indépendamment de ce champ sémantique, exploiter le sujet et les informations du sujet, et ce qui est bien son cœur de métier finalement. Donc oui, et donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a utilisé ce guide finalement pour établir la structure de son contenu, on a quelque chose qui va devenir très naturel au moment de la rédaction et on va atteindre, quand on a une bonne adéquation guide-requête et demande en matière de volumétrie de contenu, on atteint forcément des scores relativement élevés dans ces outils, mais ce n'est ni une fin en soi, ni chez moi, en tout cas, un marqueur. On ne va pas dire il faut que tu optimises à X% sur Your Text Guru. La démarche, là aussi, je la trouve complètement stupide parce que derrière, le comment est beaucoup plus important que le combien. Alors, je suis d'accord dans ce sens-là. N'empêche qu'on s'aperçoit quand même que les scores sur Your Text Guru sont très souvent cohérents quand tu regardes le top 10 et tout le monde est un peu dans les mêmes indices, quoi. Tu vois, j'ai vu des SERPs où un gars qui arrive avec un 80 ou un 90 sur un texte se fait complètement dégager parce que tout le monde est à 10 ou 20. Et c'est un truc que tu vois sur la requête consultant SEO. Vu que tout le monde optimise, plus tu optimises, les autres optimisent. Et en fait, si tu n'es pas à 150, 160 en indice de score SEO sur certaines requêtes, tu es foutu d'avance. Et si tu arrives aussi trop fort, tu es aussi foutu d'avance, quoi. Ouais. Parce que c'est une requête non, et tu rentres dans ce que dans les Perronnais appellent ça l'anomalie statistique, et tu rentres dans t'as rien à foutre là et tu es complètement déconnant par rapport aux autres, quoi. Mais encore une fois, oui, si le rédacteur est expérimenté et qu'il a ce feeling, et que la requête demandée est cohérente, que le nombre de mots est cohérent, il ne peut pas, si tu veux, sortir. Genre, c'est difficile qu'il sorte de ce cadre-là, quoi. Donc, mais tu vois, le nombre de mots, typiquement, c'est un indicateur qu'aucun outil ne donne, mais il est pourtant, c'est impossible de décorréler un éventuel score sur un outil d'optimisation du nombre de mots. Parce que des fois, il va te falloir 1000 mots pour atteindre un score de 30 ou 40, et plus on demande un score élevé, normalement, plus il faut de mots. Mais on ne peut pas le savoir. C'est pour ça, moi, je raisonne beaucoup avec le nombre de mots minimum. Je laisse le rédacteur se démerder. Je lui demande 300, mais s'il lui en faut 650, du moment qu'il ne met pas du
du remplissage pour du remplissage, il n'y a que lui qui peut en fait arriver au bon nombre de mots, quoi. Il y a un peu de ça, ouais. Donc, moi, je ne laisse pas la liberté au rédacteur, parce que nous, étant une plateforme, ayant un outil, on doit à un moment donné Oui, poser facturer une oui, oui. volumétrie voilà, pour le client, hein, tout simplement. Mais c'est un travail qu'on fait nous en amont, et on va, voilà, on va venir voir si justement le volume de mots demandé est bien cohérent avec le score attendu, avec tous ces aspects-là. Mais j'aime pas beaucoup ces notions de score attendu, parce qu'encore une fois, typiquement, la SERP telle qu'elle est donnée par Urtext Guru, moi, elle est intégrée dans mon outil de rédaction, et les rédacteurs savent le lire. Ils savent le lire, cet outil. Ils savent, voilà, ce dont tu viens de parler, justement, ne pas aller non plus trop loin au niveau du score, ce sont des notions qu'ils maîtrisent. Donc, on n'a pas forcément besoin que le client se pose cette question-là. Nous, on se la pose déjà. Ouais, ton rôle, il va vachement plus loin que juste être l'intermédiaire de texte. C'est quand même tout l'aspect formation, encadrement des rédacteurs et tout cet aspect euh, libérer le client de toutes ces contraintes techniques ou questions que pourrait se poser un rédacteur pour être performant. Et tu donnes tous les outils au rédacteur pour qu'il n'ait plus qu'à bosser, en fait. Oui, oui, c'est pour ça qu'on ne se définit pas forcément comme comme une Une plateforme plateforme. de rédac, ouais, bien sûr. On est un collectif de rédacteurs. Moi, j'aime mon métier, hein, je suis vraiment rédactrice, hein, j'ai rédigé beaucoup en quantité pendant des années. Donc, je connais les tréfonds et je continue régulièrement à aller sur mon outil pour rédiger, pour rester justement au plus près de la réalité métier. Et ce que je vérifie depuis 2 ans, c'est que plus on distille d'informations et de connaissances aux rédacteurs, et meilleurs sont les résultats à la fin. Donc, c'est mon état d'esprit et c'est pour ça que je parle d'un collectif souvent et pas forcément d'une plateforme. La plateforme, c'est l'outil. C'est le truc informatique qui nous permet de tout lier ensemble et de communiquer plus facilement, de Plus de la pouvoir gestion gérer de projet, quoi. les projets, des gros volumes, des choses comme ça facilement, mais c'est absolument pas. On n'a pas vraiment parlé de. On aurait dû faire en intro une vraie présentation de Scribix, mais on va la faire au fur et à mesure. Tes clients, ce sont. Tu vas me dire, c'est tout le monde, mais genre, c'est tout le monde. Non, mais c'est plus des gens vraiment à l'aise sur le web ou c'est plus la TPE, PME qui vient de lancer son site web et qui ne sait pas trop comment se dépatouiller avec son contenu, quoi. Alors, Scribix, au départ, en fait, j'ai commencé à passer un peu l'info autour de moi, hein, donc ça s'est fait par réseau, et je me suis rendu compte que les gens qui comprennent le mieux ce qu'on fait le plus facilement, ce sont les agences. Donc, on travaille beaucoup avec les D'accord. agences SEO et agences de com, parce que à côté de ça, on n'est pas un prestataire SEO, donc on fait pas de SEO technique, on fait pas d'audit, on fait pas tout ça, et on n'a pas la volonté de le faire. Moi, j'ai pas la volonté, je veux rester centré sur mon cœur de métier, la rédaction de contenu optimisé. Donc, j'ai pas vocation à devenir demain une agence SEO, je le veux surtout pas. Donc voilà, donc on vient répondre aux besoins, pour l'instant en tout cas majoritairement des agences qui sont nos clients chouchous, nos clients préférés parce qu'on se comprend, on s'entend et on travaille ensemble sous la forme de partenariat, ce que moi j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, on a aussi quelques acteurs du web, quelques retailers avec qui on travaille mais qui sont déjà, on va dire, un peu formés et informés et qui ont déjà ciblé finalement leurs besoins. Ils savent où ils vont. OK. Mm. Bon, c'est plus clair. Euh, Côté rédacteur, parce que on en a discuté ensemble, donc tu t'accompagnes, tu formes beaucoup ces rédacteurs-là. Tu en as vu passer comme moi un paquet. Comment est accueilli ce côté parce que je suis encore effaré, notamment quand je discute avec des rédacteurs qui me soutiennent que les outils sémantiques sont là pour les emmerder et que ça leur complexifie plus la vie qu'autre chose, alors que moi, ils me simplifient. Si on sait l'utiliser, ils simplifient vraiment la vie. Comment tu vois ces outils et qui vont être de plus en plus présents, accueillis par les rédacteurs? Est-ce que tu as l'impression que c'est plutôt bien accueilli, mal accueilli? Est-ce que c'est un problème de formation en amont où certaines personnes s'improvisent rédacteurs web et au final, ils sont peut-être très bons pour écrire un livre, mais pas forcément sur de la rédaction web optimisée SEO? Voilà, comment tu vois un peu cet écosystème rédacteur plus outil typiquement Urtext Guru, quoi? Alors, les rédacteurs, quand ils arrivent chez moi, c'est vrai que
on le sait, enfin, ça fait 2 ans et effectivement, comme tu le dis, j'ai dû voir passer à peu près 500 rédacteurs. Donc, on a vraiment les deux, quoi, hein. On a des gens qui, dès qu'ils voient les outils, s'affolent, hein, et préfèrent s'en aller. Et puis, on a des rédacteurs qui ont compris les enjeux métiers, parce que concrètement, enfin, il y a 3-4 ans, aucun client parlait de ROI quand il parlait de rédaction web. Tout ce que voulaient les clients, c'était des contenus, voilà, pour remplir quelque part. C'était pas du tout et pour communiquer. C'est on faisait du SEO, mais il n'y avait pas cette notion de ROI. Aujourd'hui, une stratégie de contenu, ça fait partie de la stratégie marketing globale d'une entreprise. Donc, il y a cette notion de ROI et les rédacteurs qui comprennent ça, finalement, entendent assez facilement qu'on a besoin d'outils pour permettre de qualifier la qualité au sens performance possible du contenu. Et quand cet état d'esprit est là, et ben on se retrouve avec des rédacteurs qui progressent, parce que oui, moi je les forme beaucoup, je les informe beaucoup aussi, on fait beaucoup de veille, on leur partage beaucoup d'informations et on les laisse pas à l'écart de ce qu'est le SEO, parce que si on veut qu'ils arrivent à utiliser les outils correctement, il faut qu'ils comprennent. Là, pour moi, appliquer sans comprendre, c'est quelque chose qui n'a pas de sens et qu'il faut absolument changer. Donc voilà, aujourd'hui, le collectif, c'est une centaine de rédacteurs, donc tu peux faire un ratio, hein, ça veut dire que 20% finalement ont intégré l'aventure. Et voilà, et pour les autres, le débat reste ouvert, hein. J'ai fait un excellent carrousel cette semaine sur le sujet, les outils et le rédacteur. Je sais qu'il y a tout un pan de la rédaction web qui s'imagine qu'on peut faire sans outils et qui vante les mérites du sans outils. La réalité, c'est que si on veut faire sans outils, ça coûte très cher en temps, parce qu'il va falloir quand même faire toutes ces analyses que nous font aujourd'hui de façon automatique les outils. Donc, Alors, la question, c'est soit ils ne font pas cette analyse, et du coup, ils n'y passent pas plus de temps et c'est beaucoup plus simple sans outils, mais on a un texte pour moi qui est de mauvaise qualité. Ou alors, ils passent le temps à faire ce genre, ils prennent le temps de faire cette analyse et ils y passent un temps pas possible. Ça veut dire aller se balader sur plusieurs sites du top 10, plusieurs sites du top 20, aller voir ce qui se passe en top 40-50, puis en top 80-100, extraire le champ lexical, le champ sémantique, regarder la régularité des mots utilisés, faire quelques petites stats et tout, essayer de comprendre dans quel contexte utiliser le mot, donc en 1, 2 et 3 compléments. Et ouais, c'est facilement une demi-heure, quoi. Alors qu'un guide, c'est 5 minutes. Ou plus, ouais. je dis une demi-heure, je le fais plus à la mano, donc effectivement, j'ai plus de notion du temps. Mais ouais. Ah ouais, une demi-heure si tu es sur un sujet que tu connais déjà, avec des acteurs que tu connais déjà un petit Oui, peu, tu as raison. Ouais, que tu as une trentaine de textes à rédiger parce que bon, tu vas faire l'ensemble de tes recherches en une fois. Si tu dois faire ça de façon individuelle pour un texte, c'est juste affolant en termes de temps de travail. Donc, comme tu le dis très justement, ceux qui n'utilisent pas d'outils, soit ils ne le font pas, et dans ces cas-là, voilà, moi, je comprends pas. En fait, en 2021, je comprends pas qu'on puisse continuer à rédiger pour le web sans tenir compte. Si ton client ne t'oblige pas à le faire et que dans les critères de sélection du texte, il n'y a pas tout cet aspect, alors moi, je le prends. Je pense qu'à un moment donné, quand c'est du j'aime pas, tu as du mal à bosser avec tes rédacteurs. Quand tu es vraiment sur un critère de notation, il n'y a pas de discussion possible, quoi. On est sur un nombre de mots, sur un score SEO, un score NSEO, quel qu'il soit. Donc, au moins, tu es sur des critères où tu as une validation assez simple, quoi. Parce que, si en plus, il n'y a pas de faute d'orthographe, tu es sur grammaticalement, c'est correct et c'est plaisant à lire, mais là, encore une fois, tu es dans le subjectif. Pour moi, plus on va dans l'objectivité et on vire tout ce qui est subjectif, plus c'est simple de travailler, quoi, avec des prestataires ou des freelances ou des partenaires. Voilà. Mais effectivement, il y a encore une partie de clients qui n'ont pas du tout notion de ça et qui demandent un texte, ils demandent un texte, quoi. Et voilà, si le texte est bien, voilà. Le rédacteur, il n'a pas de contrainte en fait vis-à-vis de ça, quoi. C'est pas parce qu'il n'a pas de contraintes qu'il doit pas bien faire son métier. Je suis complètement d'accord. Si on va par là, je cherche une analogie avec un autre métier. Mais le carreleur, hein, tu prends un truc tout con, tu vas chercher un carreleur qui connaît rien,
as le carreleur qui connaît son taf, ça va être droit, ça va être propre et tout. Et tu as le carreleur qui fait ça un peu grossièrement. Et le client final ne voit pas forcément la diff, hein. Non, ça va même plus loin que ça. C'est que tu vas voir un carreleur, mais tu n'as pas encore ta dalle. Tu as celui qui va te poser le carrelage sans faire de chape parce qu'il s'en fout, grosso modo. Il considère que ce n'est pas son boulot. Et puis, tu as celui qui va dire au client, bah, attention, il faut une chape avant de mettre votre carrelage. C'est ça, elle est bien plus grave que ça, la différence entre les deux. Parce que le rédacteur aujourd'hui qui produit bêtement du contenu sans tenir compte du contexte du web, à savoir les moteurs de recherche, hein, c'est notre contexte de travail, parce que le client ne lui a pas demandé, ce sont ces gens-là qui font qu'on a du mal à avoir une image positive du métier et qui font qu'on a du mal à justifier justement la tarification de certains travaux. Ouais, c'est un peu ce manque de conseils et de préparation quoi, qui est. Et de clarté sur le métier. Malheureusement, et je vais m'attirer les foudres en disant ça, mais c'est pas grave. Malheureusement, ce métier-là a été un petit peu happé par des vendeurs de rêves, pseudo-formateurs, qui sont des rédacteurs de plateformes qui n'ont jamais finalement travaillé de façon très qualitative ou fait de recherche sur le sujet et qui expliquent à des rédacteurs qu'il faut réécrire, recracher, travailler le plus vite possible et surtout ne pas faire ce travail de recherche et d'analyse parce que les outils, ça sert à rien. Et c'est surtout plus ça avance, plus l'IA fait facilement de la retranscription de texte. Aujourd'hui, on a des IA, tu lui cales un texte en français, il t'en rédige un, tu es à 20% de similarité sur un jacquard ou un truc comme ça. Et ça convient à. Genre, j'aime beaucoup TextBroker, je ne les critique pas du tout, mais ils sont revenus un petit peu en arrière sur le nombre de mots. Parce qu'avant, pour 2 balles et quelques, tu pouvais blinder de 40 ou 50 mots pour arriver à avoir un texte qui est acceptable sur Your Text Guru. Mais ils ont bien compris à un moment donné que quand tu en es là, c'est de la recherche, quoi. Donc, ils ont doublé leur tarification sur ce qu'on appelle de la recherche. Et au final, ils sont, entre guillemets, à peu près au vrai prix, sur 7 à 10 euros les 100 mots. Genre, je dis vrai prix, il n'y a pas de vrai et de faux prix, mais ils se retrouvent à 7 ou 10 euros les 100 mots pour une vraie recherche avec l'utilisation d'un champ lexical, de choses comme ça, quoi. Donc, Ouais, voilà, ils se sont bien rendus compte du problème, quoi. Le problème va s'amplifier avec l'IA parce que ce que ne comprennent pas les rédacteurs ou même les clients qui ont cette demande de très bas prix et qui du coup oblige finalement le rédacteur final à ne faire que réécrire, recracher, remâchouiller des contenus déjà existants, c'est que tout ça demain, c'est un besoin qui va disparaître avec l'IA puisque l'IA ne fait pas de rédaction au sens strict. Par contre, pour réécrire, il y a un vrai potentiel. Donc, les gens qui aujourd'hui cherchent avant tout du volume, sont pas super exigeants sur la qualité intrinsèque du contenu et de ces informations et veulent juste remplir pour du PBN typiquement, mais pas seulement. Ces gens-là vont combler leurs besoins avec l'IA et ça a déjà commencé. Donc finalement, ne pas utiliser les outils, c'est demain être en concurrence directe avec ces IA de génération de contenu, alors qu'il y a un champ dans la production de contenu, il y a une ouverture énorme et une demande énorme sur de la production de contenu plus qualitatif qui n'aura pas du tout le même rôle, finalement, le même objectif que ces textes générés par l'IA. On ne peut pas, pour moi, mettre les deux en face et essayer de niveler comme ça la rédaction web. Non, il y a une pluralité de besoins et il y a demain une pluralité d'outils ou de façons de répondre à ces besoins. Donc l'IA demain va répondre à une certaine partie des besoins et à nous, rédacteurs, de nous positionner sur la partie du besoin client que l'IA ne pourra pas combler finalement. Oui, complètement, je suis complètement d'accord. Mais cet aspect qualité est vraiment. Faut décorréler pour moi la qualité d'un texte et le prix du texte parce qu'avec les outils, maintenant, on arrive à produire des textes qui sont sémantiquement corrects pour Google. Si on prend les scores Your Text Guru, je veux dire, de la rédac à 1,50 € ou 2,50 € les 100 mots peut tout à fait faire le job. On a un texte qui plaît à Google, qui soit ne va pas convertir, soit va dévaloriser la marque ou le site, mais qui au final, juste pour ranker et se positionner sur, comme tu le dis, des stratégies de netlinking du PBN ou des sites un peu bourrins, va quand même plaire à Google en fait.
Et le seul truc qu'on ne pourra jamais passer, c'est l'algo de RankBrain qui, lui, va se baser sur ce fameux taux de sortie, entrée-sortie du site pour envoyer un signal à Google en disant ton contenu, le contenu ne plaît pas, il n'a pas répondu à ma question, quoi. Et donc, c'est là où tu vois, il faut déjà comprendre l'algorithme du PageRank, il faut déjà comprendre RankBrain, il faut comprendre le côté sémantique et l'analyse avant d'arriver à cette conclusion de dire on ne peut pas rédiger sans l'ensemble de ces outils. Donc, tu vois, le cheminement pour un client final est quand même très long, quoi. Oui et non, parce que le problème derrière ça, c'est le manque de clarté des interlocuteurs. Les boîtes qui sont en train de se monter là autour de l'IA de génération de contenu devraient continuer à prospecter le type de client auquel elle peut apporter une réponse et une réponse satisfaisante, et puis laisser finalement se concentrer sur leur cœur de métier. Nous, dans le SEO, on va dire dans l'underground un peu du métier, il y a plein de solutions qui existent pour produire du contenu à bas coût, comme tu le disais, pour PBN, Netlinking et autres sites un peu poussifs. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui vont aller demain prospecter les entreprises pour proposer ces services-là. Ils ont bien conscience que ce service-là s'adresse à une typologie de besoins et ils ont cette retenue-là. Alors là, avec les boîtes de génération de contenu avec l'IA, on est arrivé dans le grand n'importe quoi, où ils vont essayer de faire croire à tout le monde, parce qu'ils veulent adresser tout le monde, que ça correspond à leurs besoins. Donc, il y a des clients qui vont se planter, hein, ça c'est évident, et puis ça va se réguler petit à petit, et petit à petit, les gens comprendront que l'IA et la génération de contenu SEO avec l'IA correspond à un besoin bien particulier. Après, les clients finaux, les entreprises ne sont pas dupes, hein, quand elles publient quelque chose sur leur blog, elles n'ont pas envie d'avoir honte de ce qui est publié. Moi, on me l'a dit comme ça, hein, et ces clients-là, ils vont naturellement aller chercher autre chose, et ce ne sont pas des clients qui cherchent la quantité, ce sont des gens qui cherchent autre chose, qui ont besoin qu'on parle au nom de leur entreprise, qu'on communique au nom de leur entreprise, et celles-là ont toujours ce besoin de qualité. Donc, je reviens sur nos rédacteurs mâchouilleurs de contenu. Demain, ils vont se positionner en face de ces IA, alors que les concurrents naturels, on va dire, ce sont ces producteurs de contenu low cost. On ne va pas parler de mauvaise qualité, on va parler de low cost, avec une majorité de rédacteurs offshore, Bénin, Madagascar, voilà, des contenus qui n'ont pas leur place finalement sur un site d'entreprise qui veut dialoguer avec les internautes autour de sa marque et de ses services. Ok. Donc, ça nous amène notre dernier sujet, on va dire, c'était justement est-ce que le métier de rédacteur va évoluer? Bon, il a déjà évolué, mais comment il va évoluer justement avec ces outils? Est-ce qu'il va disparaître ou pas? Est-ce que l'IA va vraiment être en capacité de remplacer un rédacteur web? Est-ce qu'un texte généré par IA peut se positionner et va se positionner sur Google? Donc, je parle se positionner, c'est faire un top 10, voire un top 5. Et est-ce que le métier de rédacteur web va quand même encore plus évoluer? Donc, tu as déjà bien répondu à cette question en disant, voilà, sur du contenu bas de gamme, peu informatif, assez blabla ou répétitif, est-ce que quand il y a 300, ou même plus 300, c'est 300 000 contenus qui répondent à la même question, Google a quand même un problème de désindexer des contenus et des pages et de ne garder que le haut du panier, quoi. Ce qui est compliqué comme taf, comme boulot, de savoir quel est le meilleur contenu sur cette question-là, quoi. C'est compliqué, et en même temps, c'est se leurrer que d'imaginer que le moteur n'a pas déjà commencé à travailler sur ce sujet. On peut même, on doit imaginer qu'à partir du moment où le moteur connaît ces outils, il va savoir les contrecarrer. Donc ça, quand tu fais un PBN avec un site qui a 25 000 pages auto-générées dans un objectif purement SEO, peut-être que tu t'en fous au final parce que le top 5, tu ne le vises pas forcément. La stratégie, elle est différente. Mais quand tu crées un contenu en espérant de la performance, il va falloir bien sûr imaginer que le moteur est pas dupe. En plus, avec les problèmes d'indexation qu'on a connus ces derniers mois et qui continuent
continue. On sent bien qu'il y a des choses qui se préparent et qui sont là. Donc il va falloir analyser ça à l'aune de la réalité des résultats, ce que pour l'instant, on n'a pas. Hein. On a des choses très endémiques, on n'a pas de grande étude réalisée sur la question. Mais je crois que le métier de rédacteur est absolument pas en péril à cause de ces IA. Hein. C'est comme si on disait que Shopify allait tuer la création de boutiques en ligne et les agences de création de boutiques en ligne. La réalité, c'est que les deux coexistent parce que ça ne répond pas du tout aux mêmes besoins. Donc ou alors que les agences web utilisent Shopify et qu'elles sont devenues des agences Shopify et plus des agences. On en est même venu, c'est même devenu ça, ouais, effectivement, c'est très juste. Ce qui est pour moi, j'en discutais avec Sylvain Perronnet, justement, il me dit l'intelligence artificielle, donc les GPT-3 ou je l'appelle le créateur de contenu, Your Text Guru, ils sont en train de bosser sur un truc que j'ai eu la chance d'avoir en avant-première et il faut que je finisse mes tests. C'est vraiment un outil conversationnel, c'est un outil d'aide. Il t'aide à rédiger, mais il ne rédige pas vraiment tout seul. Il faut vachement l'orienter. Donc, c'est une conversation entre le rédacteur et l'ordi, j'ai envie de dire, entre le rédacteur et ce truc dans le cloud intelligent, quoi. Pour l'aider à rédiger, mais il faut l'orienter, il faut lui amener, d'où l'intérêt en fait d'avoir un guide, notamment un guide avec du vocabulaire qui te permet de comprendre un plan. Une fois que tu as un plan établi avec l'ensemble de ce champ lexical, quoi, tu peux amener la machine à bien rédiger. Mais il reste quand même un super boulot d'organisation et de compréhension de ce dont on parle. Ouais, donc du coup, quel est l'intérêt? Alors, tu as dit quelque chose de très juste quand tu parles d'outils conversationnels. Moi, je trouve ça hallucinant que dans le SEO, on ait fait un espèce de focus restrictif sur GPT-3 et qu'on le limite à la production de contenu SEO. Cet outil n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas son objectif. Et derrière, il y a des enjeux qui sont bien plus grands que Google et que le SEO, en tout cas pour Google, à travers ces outils, ces IA conversationnelles. Clairement, on est une fois de plus le cafard qui vient sur le truc. On squatte le dos de la vache, mais ça n'a pas du tout été fait pour nous. Par contre, c'est un truc de génie. Je veux dire, sur celui qui me dit que GPT-3 ne fait pas des beaux textes qui rankent, c'est complètement faux. Mais il ne faut pas le prendre tel quel et le foutre et attendre. Il y a une manière de le faire, il y a une manière de l'amener, mais il permet en 10 minutes de pondre peut-être 1500 mots qualitatifs que tu n'aurais pas pu faire en 10 minutes. Par contre, il ne connaît pas tous les sujets, il ne peut pas écrire sur de l'actu, il est un petit peu limité. Il y a des sujets qu'il ne comprend pas. Toi, j'étais sur les toilettes japonaises, il ne comprend pas. Oui, mais c'est normal. Des sujets comme ça, il y en a plein. On a même des sujets où, moi, je fais pas mal de B2B et on a beaucoup d'acquaintance avec les thématiques industrielles. Dans les thématiques industrielles, grosso modo, même les outils d'analyse sémantique sont complètement dans les choux. Ils ne comprennent pas les sujets parce qu'il n'y a pas encore la matière. Il y a même, exactement, où il y a trop peu de matière. Et il y a un côté quand même assez dangereux à ça. Tu vois, je vois quand tu fais des biographies de personnages, de personnalités, d'écrivains, de tout ce que tu veux, il va te mettre des fois des fausses dates ou te dire que quelqu'un est mort et il n'est pas mort. Et je l'ai fait le test sur un des contenus, bêtement, je pense que des étudiants l'ont repris puisque je l'ai retrouvé ailleurs, si tu veux. Donc c'est aussi, vu que Google ne comprend pas ce dont on parle, si ton site est trusté, que le contenu paraît cohérent et que tu as le bon champ sémantique, on est capable d'induire Google en erreur, en fait. En grand volume, je parle. Ouais, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux et puis ça va pas dans le bon sens en fait. Est-ce qu'on a vraiment envie d'un web peuplé de choses idiotes et de contenu remâché? Je pense qu'en question, on pourrit déjà assez le web. La question des sources, pour moi, elle est fondamentale quand on parle de production de contenu avec des IA. Quelles sont les sources utilisées? Parce que ça va venir vraiment impacter fortement ce qu'on va avoir à la sortie. Moi aussi, j'ai testé, comme tout le monde, je suis allé tester, voir ce que ça donnait, ces outils de génération de contenu. Il y a des métiers où on se retrouve avec des propos qui sont misogynes, mais de façon vraiment, c'est hard, quoi. On a l'impression
qu'il est allé sourcer sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. On a des propos racistes qui ont été relevés pas seulement par moi. Moi, j'en ai vu parce que je suis allée titiller un peu et j'en ai fait remonter. Mais on a vu des exemples publiés sur le web d'autres personnes qui sont arrivées à ce constat-là. Donc, la question des sources, elle est aussi très importante. Qu'est-ce que c'est qu'une source pour un algorithme de génération de contenu? J'aime pas parler d'IA. Voilà. Et à la différence d'une personne humaine qui va être capable de sourcer le web, mais pas que, qui va être capable de sourcer dans des livres, dans des revues, dans des encyclopédies, dans tout un tas d'autres supports auxquels, en plus, ces IA-là n'auront jamais accès. Donc voilà, donc on est sur des choses, pour moi, qui sont très différentes, qu'il ne faut absolument pas opposer, parce que ce n'est pas opposé, mais il faut comprendre où va être demain, finalement, la place du rédacteur web dans un monde où l'IA de génération de contenu existe et du coup trouver son positionnement par rapport à ça et occuper cet espace-là. Et il y a largement de la place. Hein. Oui, donc pour toi, c'est la cohabitation. J'aime bien ton exemple de agence e-commerce versus et agence Shopify. C'est vraiment utiliser l'outil, c'est complémentaire au rédacteur web, ça peut l'aider dans certains cas. Ça a un usage qui répond aussi à certaines demandes, mais de toute façon, le rédacteur web qui écrit des trucs sortis de son esprit en partant d'une feuille blanche ou d'un Word tout blanc, simplement avec des indications et des pistes, ne peut pas mourir, ne peut pas disparaître et on en aura toujours besoin. Et j'ajouterais deux choses à ça. La première, c'est que tu parlais de conversationnel tout à l'heure et qu'on ne converse pas comme on écrit. Ça, c'est une absolue certitude. On n'écrit pas comme on parle et on ne parle pas comme on écrit. Donc, ces outils qui ont quand même une orientation fortement vers la conversation et où les enjeux sont très différents et, à mon sens, bien plus importants que ce qu'on fait en matière de SEO. Voilà, donc ce n'est pas l'objectif premier de ces outils d'écrire. Leur objectif, c'est de parler. Donc ça, c'est un point important. Et le deuxième point, c'est justement sur cette capacité à traiter tout type de sujet pour tout type d'environnement. On n'est pas sur des outils tout terrain et un rédacteur est capable d'aller à la bibliothèque, ce qu'une IA, pour l'instant en tout cas, est incapable de faire. Donc on aura toujours une part finalement du travail qui sera réservée aux humains et à leur créativité, parce que c'est sûrement ce qui différenciera le plus demain l'IA de l'humain, c'est cet aspect créatif, cette capacité à réinventer et à réécrire, à compléter, à ajouter de l'information et de la qualité dans ce produit. Je reste vraiment persuadé de ça, mais il y a beaucoup de rédacteurs, déjà ça m'inquiète quand à la première question, je lui demande vous rédigez dans quelle thématique, on me répond sur tout. Déjà là, ça m'inquiète. Je reste persuadé qu'on n'est pas efficace et on ne peut pas être vraiment bon sur de l'automobile pour être assez généraliste, comme de l'immobilier, parce que comme tu le dis, il faut se former par ailleurs, il faut se tenir au courant, lire de l'actualité. Genre, moi, j'ai des rédacs, on a un gros site dans l'IMO, il faut être au courant des lois, il faut proposer des sujets, il faut savoir ce dont on parle. Et c'est une veille, si tu veux, qui va bien au-delà de ça. C'est du BFM TV, c'est du Google, c'est de s'informer sur les Google Actus, c'est de se mettre des veilles. Et je reste persuadé, tu peux le faire sur 3-4 thématiques, mais tu ne les feras pas sur toutes, et encore moins en B2B, comme tu parlais tout à l'heure. Je pense que quand tu rédiges pour un mec, je ne sais pas, qui fait de l'aménagement de parois amovibles ou une connerie comme ça, tu vois, c'est très précis comme sujet, tu vois. Faut quand même, on est loin de la décoration d'intérieur et du blabla à dessiner des zizi sur un mur. Ça, c'est vraiment structurel, comment ça fonctionne, comment on l'installe et tout. Donc, voilà, je pense que la spécialisation en rédaction web sur une thématique et deux, une qualité de travail, c'est l'avenir des bons rédacteurs, quoi. Je ne vais pas te démentir sur ce sujet, hein. C'est mon postulat de départ quand j'ai lancé Scribix, c'est ce que voilà, c'est ce que je vante au quotidien. T'es rédacteur, ok, mais d'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce qu'il y a dans ton parcours? Et quelles sont les thématiques sur lesquelles tu vas pouvoir travailler vite et bien? Et je rajouterai à la partie documentation et veille la partie aimer, parce que quand on aime un sujet,
bizarrement, on le traite beaucoup mieux que quand on l'aime pas, parce que quand on le connaît pas, voilà, on n'y est pas sensibilisé. Donc, travailler sur des thématiques de spécialité, moi, c'est quelque chose qu'on fait naturellement au sein de mon groupe, et je les encourage à aller dans ce sens-là, parce que c'est gagnant-gagnant. En fait, la profondeur d'information sera meilleure à la sortie, donc la satisfaction du client, de l'internaute et du moteur, on coche toutes les cases. Et puis, côté rédacteur, ça permet aussi de rentabiliser son activité, parce que quand on traite un sujet qu'on connaît déjà, on va plus vite, on a moins de recherche à faire, on sait où aller sourcer. Et du coup, même quand on reste dans des tarifs acceptables, on va dire, pour le client final, on a une activité qui est rentable du point de vue du rédacteur. Parce que faire des recherches sur des sujets inconnus, dernier gros sujet complexe en date, la qualité de la qualité de l'air en milieu industriel. Amusez-vous bien, les amis, rédacteurs polyvalents 360 degrés. C'est marrant, j'ai un client là-dedans sur tout ce qui est filtration industrielle et tout. C'est impossible à Ouais. traiter. Il faut des spécialistes de la chimie, enfin de toute cette partie-là. Il faut des gens qui viennent de l'industrie et qui connaissent le milieu. Et il faut aussi des gens qui soient hyper calés en réglementation, Oui. parce qu'il y a ces trois volets-là. C'est aussi un gros point, ouais, comme tu le dis, hein, ne pas raconter n'importe quoi et respecter son visiteur. Ouais, il y a des réglementations, on peut pas dire, on peut pas raconter n'importe quoi, effectivement. Non, on ne devrait pas, en tout cas, et recracher l'info du voisin, sur ces thématiques-là, c'est hyper compliqué parce qu'il y a Il y très a des thématiques, c'est assez drôle, la même connerie se balade 20 fois parce que tous les mecs se sont se sont copiés 20 fois entre eux. Ouais, ça arrive. Mais voilà, donc moi, je prône évidemment la spécialisation et la thématisation, mais même dans le SEO, même si on remonte d'un cran et qu'on va sur le SEO, quand tu te spécialises un peu sur une thématique, tu parlais d'immobilier tout à l'heure, tu as l'habitude de tes cercles, du fonctionnement intrinsèque du SEO, de l'immobilier, qui est très différent du SEO de la décoration, où on a des acteurs qui sont beaucoup des acteurs éditoriaux, ou chaque thématique, même au niveau du SEO, a ses particularismes. Et on a des thématiques qui ont été complètement polluées par les SEO, tu le disais. On ne va pas parler de plombier ou de serrurier, mais ce sont juste des thématiques. Si tu les abordes en SEO de la même façon que tu le fais dans la déco, ça ne marchera pas, en fait. Donc, je crois que même d'un point de vue plus général, il y a une spécialisation et une verticalité à trouver dans ces métiers qui est hyper importante. Ouais, et c'est là où le rédacteur devient vraiment force de proposition. Et ça, c'est un truc que j'en ai peu qui arrivent à faire ça, c'est de me dire, j'ai un sujet, là, voilà, il y a 5 sujets là qui pourraient t'intéresser, je t'achète dans l'IMO, est-ce que tu veux ta. Vas-y, rédige, quoi. Non, mais c'est vrai, on est souvent à chercher des sujets. C'est une fois qu'on a fait le tour de certaines thémas, bon, tu as raclé les propositions et les questions Your Guru, tu as fait le tour de Z-Word, tu as été siphonné tout ce que tu pouvais, tu as fait tes suggestions, tu as fait les People Also Ask, tu as fait un peu tous les 3-4 sites qu'on connaît, les aspirateurs de suggestions et puis les générateurs de questions, ce genre de trucs. Bon, il y a un moment, tu es clairement à tourner en rond, quoi. Donc voilà, un rédacteur qui est force de proposition, c'est quand vous l'avez, ne le quittez jamais, quoi. Ou une agence comme toi, voilà, qui est capable de dire, moi j'ai 20 sujets qu'on pourrait traiter ce mois-ci pour toi, c'est de leur embarque, quoi. Pour moi, c'est le fonctionnement naturel à avoir. Quand on parle de contenu, de stratégie de contenu, on parle souvent de stratégie de contenu à l'instant T. Voilà, aujourd'hui, je vais faire un cocon de 300 pages sur ma thématique pour essayer de couvrir tous les sujets. Oui, mais le contenu, ça vit, les autres en produisent, ça bouge. Voilà, il y a des modes, il y a des tendances, et tout ça est très différent aussi dans chaque thématique. Donc, avec un bon suivi, on crée quelque chose de vivant, un écosystème de contenu vivant. Et pour moi, c'est ça qu'il faut arriver à construire, si on veut durer, en tout cas. C'est ça, c'est comment on veut aborder le métier. C'est est-ce que je suis là pour 6 mois, le temps de relancer mes droits chez Polo ou de me trouver un bout d'activité, voir si ça me plaît, ou est-ce que est-ce que tu fais de la formation au rédacteur, toi, ou est-ce que c'est un projet que tu as J'ai vu qu'il y avait 2-3 formations sur LinkedIn qui tournaient. Lucie Rondelet et j'ai perdu son nom,
Je crois que c'est la meilleure formation web du monde, un truc comme ça. Ouais, et David Goss. Voilà. C'est les deux que j'ai à peu près identifiés comme ayant l'air qualitatives. Alors, je ne les ai pas regardées, je ne les connais pas. Je sais juste que Lucie Rondelet, pourquoi je l'ai trouvé, parce que j'ai pas mal de rédactrices qui m'ont dit qu'ils le mettent en avant, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai été un petit peu fouillé. Est-ce que toi, c'est un projet que tu as ou quelque chose que tu fais déjà voilà, d'apprendre le métier, quoi? Tu vas avoir le droit à une annonce exclusive. Ah. En même temps, Donc, c'est la conséquence logique de ton problème de trouver des bons partenaires, quoi. ouais, la formation aujourd'hui, elle est intégrée chez nous. C'est-à-dire quand un rédacteur arrive, il a des ateliers, il a des supports, on va l'accompagner, voilà. Mais jusqu'ici, on n'avait pas séparé les deux. Là, l'équipe, elle commence à être grande, donc on a beaucoup de gestion d'équipe à faire et on a envie de se concentrer là-dessus. Donc, on a décidé de lancer une formation qui va arriver au mois de janvier. Je pense lancer les inscriptions au mois de décembre, qui sera une formation en cohorte avec les méthodes qu'on a déjà éprouvées finalement depuis 2 ans avec les rédacteurs et qui sera voilà, une vraie formation de rédaction web et pas de rédacteurs web parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de rédacteurs qui sont comment dire, chez l'annonceur, hein, basiquement, et qui ont aussi besoin d'être formés et informés sur ces sujets de l'optimisation, de l'utilisation des outils, des objectifs, hein, voilà, de tout ce qu'on peut faire quand on est rédacteur. Donc voilà, c'est la nouvelle du jour. Tu l'auras En avant-première, bah, c'est cool. en avant-première. Je ne l'ai même pas encore annoncé moi-même. Les postes sont prêts, mais je ne l'ai pas encore annoncé. Mais oui, il y a une formation qui arrive pour nous permettre de faire grandir notre groupe et de voir arriver chez nous et partout ailleurs des rédacteurs formés et informés. Je crois que les deux sont vraiment indissociables à toutes les questions auxquelles on est confronté quand on veut faire de la rédaction web. Ok, mais oui, c'est clair et net. Je veux dire, si tu veux des personnes qui bosser avec des personnes qui ont le même profil que toi ou qui sont compétents, on va dire, sur un sujet ou qui bossent comme tu as envie, tu es obligé à un moment donné d'être généreux en formation et d'expliquer Ouais, puis je comment tu veux crois. qu'on bosse, quoi. Au-delà de ça, hein, il y a l'aspect business, voilà, mon collectif aujourd'hui qui a besoin de grandir et tous ces aspects-là, mais il y a aussi, pour moi en tout cas, une envie et un besoin de valoriser le métier de la bonne façon et d'aiguiller les rédacteurs, de leur donner les bonnes pistes finalement pour devenir de meilleurs professionnels demain. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est même un de mes moteurs principaux. Pourquoi je continue à me présenter comme étant rédactrice et pas comme étant consultant SEO, parce que je pourrais, hein, je fais du SEO 360 depuis des années, mais parce que pour moi, ce métier a vraiment besoin de trouver ses lettres de noblesse. Et avec l'augmentation de la production de contenu qui est quand même généralisée, il est temps de mettre un peu un cadre à tout ça, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et d'expliquer pourquoi, et d'inviter un maximum de rédacteurs, qui soient en agence ou en freelance ou en devenir, à adopter les bonnes pratiques finalement. Ok, bah, écoute, c'est cool, un beau programme. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un sujet que tu voulais aborder ou une autre info à donner qu'on a oublié ou on est passé à côté ou qui n'a rien à voir même. Moi, je crois qu'on a bien, voilà, on a On a bien, pas mal bien. poncé le truc, ouais. Ouais, ouais, tu as beaucoup d'infos, beaucoup de choses que je pense que j'avais jamais évoquées de cette façon-là. Donc, Non, mais si on avait un truc à retenir, c'est vraiment ce côté formation du rédacteur web et manière de fonctionner qui, je pense, genre clairement, si on n'a pas un outil, alors après on peut débattre sur quel outil, qui fonctionne comment, quel algo, quel truc, voilà. Mais si on bosse pas avec au moins un outil sémantique et qu'on ne respecte pas, voilà, certains axes de travail, on va dire, tu peux pas te nommer rédacteur web, quoi. C'est pas je prends une non, page, je rédige, je balance un texte et c'est réglé, quoi. Faut toutes les. Mais c'est un truc d'ailleurs que je n'arrive pas à concevoir comment des rédacteurs web et SEO peuvent déjà ne pas avoir des bonnes bases en SEO, au moins sur le fonctionnement d'un moteur de recherche, sur la manière dont Google crawl des textes, sur cet algorithme du PageRank, parce qu'on a tout un aspect netlinking qu'on n'a pas évoqué. Ce n'est pas forcément le rédacteur qui va poser le lien. Par contre, être capable d'utiliser la bonne encre au bon endroit en fonction de comment un lien est analysé par Google avec ce crawler
le surfeur raisonné, pardon, c'est déjà un boulot à plein temps, quoi, tu vois, de savoir où est-ce qu'on va poser le lien, d'avoir ce petit coup d'avance. Et pas beaucoup de rédacteurs savent le faire non plus, quoi. Ouais, mais je crois que ce qu'il y a derrière ça et ce que j'aimerais peut-être finalement partager avec les rédacteurs, c'est que si le SEO ne les intéresse pas parce que ce sont des professionnels de l'écriture avant tout, et dans l'écriture, il y a plein de métiers, dans ces cas-là, qu'ils fassent du livre blanc, qu'ils Ouais, fassent tout à fait, du ouais. storytelling, qu'ils fassent des choses qui sont vraiment de la pure rédaction, mais qu'ils arrêtent de se prétendre rédacteur SEO, puisque c'est pas la réalité. Donc là aussi, il y a de la place pour tout le monde. Et chacun peut vraiment trouver sa place dans cet écosystème de la rédaction, mais il faut devenir transparent vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires et des prestataires. Il faut accepter que quand on n'aime pas le SEO, on ne doit pas faire de rédaction SEO finalement, et on peut Ça nous s'orienter passionne vers pas, autre quoi. chose. Et c'est pas grave, et c'est très bien comme ça. Mais il faut le faire. Ok, bah écoute, c'était un point très intéressant qui n'a peut-être pas forcément été abordé. On risque de se faire un peu spammer les pouces vers le bas. Voilà. Non, non, mais on n'est pas méchant, on adore les rédacteurs. C'est juste qu'effectivement, à un moment donné, comme un mec qui se dit consultant SEO senior ou expert, et ça fait 2 ans qu'il fait le job. Voilà, donc, Moi, je me bats pour eux au quotidien. Après, ce métier, il a besoin qu'on se coule le cocotier un petit peu et qu'on remette les vérités au bon endroit. Voilà. un peu comme tous les métiers sans diplôme officiel, quoi, ou avec un diplôme un peu décorrélé de ce qui est la réalité. On voit pareil dans le SEO, il y a quelques écoles. Là, je vais enseigner maintenant au CEFIM à Tours et à Orléans, où il y a des écoles un peu web formées comme ça, mais ça dépend vachement de l'intervenant quand même. Quand le jeune sort de cette formation, tu peux avoir du 0 et du 100, quoi, en fonction de. Ouais. Puisqu'il n'y a pas de normes sur le diplôme en lui-même, il y a les bases à acquérir, mais entre quelqu'un qui a eu des bases et quelqu'un qui a manipulé des choses un peu plus complexes. Oui, euh, mais ça, c'est le cas je crois, dans beaucoup de métiers. hmm. La difficulté sur la rédaction, c'est qu'on en a fait un peu un métier de ménagère qui a à peu près qu'un mi-temps et qui veut travailler de chez elle, alors que c'est pas ça, en fait. C'est un métier de vrai professionnel. Moi, je les côtoie au quotidien qui font ça voilà, tout le temps et pas par dépit, mais bien par envie et parce qu'ils aiment l'écriture, ils aiment triturer ces outils. Ils aiment travailler voilà, avec et ça, ça existe aussi. Je veux dire, il ne faut pas être réducteur et dire que 100% des rédacteurs connaissent rien à ce qu'on fait en matière de SEO. Il y en a fort Ah oui, heureusement. c'est pas du tout ce qu'on a dit. Ouais. Mais pour le client final, c'est toujours un peu qui tout double parce que comme tu le dis, il y a pas d'école. Il y a pas d'école. Les outils en ça sont un bon moyen de qualifier les choses. Mais c'est un vrai métier, c'est un beau métier et moi j'espère vraiment aider et arriver à œuvrer. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire pour que ce métier soit reconnu. En tout cas, cette partie du métier composée de gens professionnels et de qualité qui peuvent vraiment apporter quelque chose, leur pierre à l'édifice du web, voilà, soit mise en avant. Et expliquer, quoi. Ok, bah écoute Morgane, on a encore duré, mais ça peut être écouté en vitesse plus rapide ou en plusieurs fois. Il y a pas de voilà. Bah, merci en tout cas encore d'avoir pris le temps. Je mettrai le lien vers ton LinkedIn, vers ton site en dessous de la vidéo. Si tu as une page d'inscription pour une préinscription pour la formation, je pourrais la mettre à jour dès que tu auras tout préparé. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez contacter Morgane, j'imagine qu'il y a un formulaire de contact où tu réponds au message LinkedIn. Et puis voilà, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, poser des questions. Moi, je ferai le tour. J'essaie d'aller voir régulièrement les commentaires de mes vidéos pour répondre. Si je ne sais pas répondre, je transmets à Morgane qui vous contactera. Et puis, encore une fois, hein, likez, partagez la vidéo. Ça fera plaisir pour le temps qu'on passe à faire tout ça. Ciao, ciao.